Nous investissons depuis des décennies, mesdames et messieurs. Nous investissons notre capital, notre temps et notre confiance dans des entreprises, dans des systèmes et dans des structures de gouvernance. Et si j'ai appris une seule chose au cours de ces 40 voire 50 années, passées à observer comment les organisations survivent ou comment elles s'effondrent de manière spectaculaire, c'est que la confiance n'est pas un acquis, c'est un actif. C'est l'actif le plus précieux d'un bilan, bien qu'il n'apparaisse nulle part dans les rapports trimestriels. C'est le lubrifiant silencieux qui permet à l'ensemble de la machine de fonctionner. Lorsque cet actif est déprécié, lorsque la confiance s'érode, peu importe la qualité de vos produits, peu importe la force de votre armée, peu importe la hauteur de vos gratte-ciel, l'édifice commence à se fissurer. Ce que nous observons aujourd'hui, ce que nous avons vu se dérouler en direct n'est pas un simple incident isolé. L'image d'un juge, le visage congestionné par la colère, ordonnant l'arrestation des avocats de la défense, en pleine audience, sous l'œil des caméras du monde entier, ce n'est pas un drame judiciaire ordinaire. Ce n'est pas une scène tirée d'un mauvais film. C'est la manifestation visible de la dépréciation catastrophique de cet actif essentiel. C'est la fissure qui parcourt désormais la fondation même de ce que nous appelons l'état de droit. Ce qui m'inquiète profondément, ce qui me prive de sommeil, ce n'est pas l'issue d'un procès en particulier, ni le sort d'un homme, qu'il soit ancien président ou non. Ce qui me terrifie, c'est l'effondrement du processus. C'est la perte de ce que nous appelons le décorum, qui n'est qu'un autre mot pour la procédure, le respect mutuel des règles, qui garantit que le jeu, aussi brutal soit-il, reste un jeu civilisé. Permettez-moi de vous le dire avec toute la clarté possible. Lorsque les arbitres du jeu, les juges, perdent leur sang-froid au point de transformer une salle d'audience en théâtre de l'absurde, et lorsque les joueurs, les avocats, ont passé des mois, voire des années, à saper délibérément l'autorité de ces mêmes arbitres, alors nous ne sommes plus dans une démocratie fonctionnelle. Nous sommes dans une phase terminale de dysfonctionnement institutionnel. Nous assistons à la faillite en direct de la gouvernance. Imaginez une seule seconde que vous soyez un investisseur étranger. Vous avez des milliards de dollars à placer. Vous cherchez la stabilité, la prévisibilité, un système juridique fiable où les contrats sont respectés et où les litiges sont résolus par la logique et la loi, et non par la fureur et la force. Pendant des décennies, les États-Unis ont été cet havre de paix, l'étalon or de la stabilité. Mais que pensez-vous aujourd'hui, en regardant un juge ordonner l'arrestation d'avocats simplement parce qu'ils appliquent une stratégie, certes exaspérante, mais une stratégie quand même? Que pensez-vous lorsque vous voyez les avocats eux-mêmes accuser ce juge de corruption sans preuve tangible, jour après jour? Pensez-vous encore que votre capital est en sécurité? Pensez-vous que les règles d'hier s'appliqueront demain? Ou commencez-vous à regarder ailleurs, vers des marchés peut-être moins libres, mais paradoxalement plus prévisibles dans leur autoritarisme? Voilà l'enjeu réel. L'enjeu n'est pas Donald Trump. L'enjeu, c'est le capital, la confiance, la survie du système qui a garanti la prospérité mondiale depuis 1945. Et cet enjeu, mesdames et messieurs, nous sommes en train de le perdre. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cet événement spécifique, cette implosion judiciaire, est si différent et si infiniment plus dangereux que tout ce que nous avons connu. Regardez, cela fait de nombreuses années que j'étudie la psychologie des marchés et la psychologie des foules. Elles sont identiques. Elles sont mues par deux émotions primaires, la peur et l'avidité. En politique, c'est la peur et le pouvoir. Ce que nous avons vu n'est pas un acte politique, c'est un acte de désespoir institutionnel. Ce n'est pas seulement le juge, que nous pourrions appeler le juge Harrison pour préserver l'anonymat d'un symbole, qui a craqué. C'est le système qu'il représente qui a montré sa fatigue extrême, sa vulnérabilité face à une stratégie de sabotage délibéré. Car il faut être clair, ce n'est pas une défense juridique normale à laquelle nous assistons depuis des années. C'est une guérilla judiciaire. L'objectif n'est pas de gagner sur le fond. L'objectif n'est pas de prouver l'innocence. L'objectif est de détruire le terrain de jeu lui-même. L'objectif est de jeter le discrédit sur le procureur, de menacer sa famille, de qualifier le juge de partial et corrompu, d'inonder le tribunal de motions dilatoires si absurdes qu'elles relèvent de l'obstruction pure et simple, et enfin de pousser l'adversaire, en l'occurrence le système judiciaire, à la faute. C'est une stratégie de la terre brûlée appliquée au prétoire. Et ce jour-là, mesdames et messieurs, la stratégie a fonctionné. Le juge Harrison, en cédant à une colère humaine, trop humaine, en ordonnant l'arrestation des avocats, a donné à l'accusé exactement ce qu'il voulait, la preuve,
pour ses partisans, que le système est une farce, qu'il est partial, qu'il est truqué. Il a transformé des avocats en martyrs. Il a validé par son manque de contrôle l'accusation de chasse aux sorcières. C'est une tragédie en 3 actes. L'acte 1 est la provocation systématique. L'acte 2 est la rupture de l'institution. L'acte 3 est l'exploitation politique de cette rupture. Nous sommes en plein acte 3. Pensez-y en termes d'entreprise. Imaginez une entreprise, appelons-la USA Inc., qui fait face à un audit fiscal majeur de la part du gouvernement. Le PDG, au lieu de fournir les livres de compte, passe ses journées à insulter les auditeurs sur les réseaux sociaux, à les accuser d'être des agents d'un concurrent, à encourager ses employés à ne pas coopérer. Il envoie ses avocats à la réunion d'audit, non pas pour répondre aux questions, mais pour lire des déclarations politiques, pour accuser l'auditeur principal d'avoir des opinions politiques différentes, pour déposer des plaintes éthiques contre lui, pour faire obstruction à chaque étape. Pendant des mois, l'auditeur reste stoïque. Mais un jour excédé, l'auditeur se lève, déchire le rapport et appelle la sécurité pour faire expulser les avocats. Qui gagne dans ce scénario? Le PDG, car l'audit est mort. Le processus est détruit. Le PDG peut maintenant se tourner vers ses actionnaires, les électeurs, et dire « Vous voyez, ils n'avaient rien. C'était une fraude. Ils ont tout arrêté quand nous les avons percés à jour. » C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les États-Unis sont cette entreprise. Donald Trump est ce PDG. Les juges et les procureurs sont ces auditeurs dysfonctionnels, et les citoyens sont les actionnaires qui vont, à la fin, payer la facture de cette faillite de gouvernance. Passons maintenant aux faits vérifiables, car il est crucial de ne pas se perdre dans l'émotion, bien que l'émotion soit désormais le moteur de notre politique. Cet effondrement n'est pas soudain, c'est l'aboutissement d'une érosion lente et méthodique. Regardons les acteurs. D'un côté, nous avons un ancien président qui a fait de la disruption non pas un outil, mais une idéologie. Il a compris, mieux que quiconque, que les institutions démocratiques occidentales, en particulier le système judiciaire, reposent sur un ensemble de normes non écrites, de conventions, de gentlemen's agreements. Elles sont conçues pour des acteurs qui acceptent, en fin de compte, la légitimité du système lui-même. Elles ne sont pas conçues pour résister à quelqu'un qui est prêt à brûler le temple pour régner sur les cendres. De l'autre côté, nous avons le système lui-même, représenté par des hommes et des femmes comme le juge Harrison, le procureur Jack Smith, la procureure Fannie Willis, des gens qui, pour la plupart, ont passé leur vie à croire au processus. Ils ont cru que les faits comptaient. Ils ont cru que la loi était un bouclier. Ils découvrent aujourd'hui qu'elle est devenue une arme que l'on retourne contre eux. L'histoire nous enseigne que c'est un schéma classique. Regardez le cas de Richard Nixon lors du Watergate. C'était une crise constitutionnelle profonde. Mais il y avait une différence fondamentale. Mesdames et messieurs, les avocats de Nixon à la fin ont choisi le système plutôt que l'homme, John Dean, James Sinclair. Ils ont poussé leurs clients à la démission. Ils ont respecté les assignations de la Cour suprême. Il y avait une limite. Il y avait un consensus civique sur le fait que le pays était plus important que le président. Aujourd'hui, ce consensus est mort. Les avocats ne sont plus les gardiens de la loi. Ils sont les instruments de sa démolition. Ils ne cherchent pas à défendre leurs clients dans le cadre de la loi. Ils cherchent à prouver que la loi elle-même est illégitime. C'est une trahison. C'est un sabotage institutionnel de l'intérieur. Ce n'est pas seulement une défense agressive, c'est une déloyauté calculée envers la Constitution qu'ils ont juré de défendre. Et que font les institutions face à cela? Elles réagissent avec les outils d'hier à une guerre d'aujourd'hui. Elles imposent des amendes, qui sont payées instantanément et utilisées pour lever des fonds. Elles émettent des gag orders, des interdictions de parler qui sont immédiatement violées, testant les limites. Et maintenant, elles craquent. Le juge Harrison, en ordonnant ces arrestations, n'a pas fait preuve de force. Il a fait preuve d'une faiblesse ultime. Il a admis que les outils de la loi, la délibération, la procédure, la patience, étaient épuisés. Il est descendu dans l'arène et a commencé à se battre avec les mêmes armes que ses adversaires. La force brute, l'intimidation, le spectacle. Et dans ce combat, le système judiciaire ne peut que perdre, car le système judiciaire tire sa force non pas de sa capacité à arrêter les gens, mais de sa capacité perçue à être impartial. Sa seule monnaie est la légitimité. Et cette monnaie vient d'être dévaluée à 0. Allons plus loin. L'impact sur les marchés financiers ne sera pas immédiat. Ne vous attendez pas à un crack demain matin. Ce n'est pas comme ça que ça marche. L'effondrement de la confiance est comme un poison lent. Les investisseurs, les grands fonds de pension,
Les gestionnaires de capitaux souverains, ils ne prennent pas de décision sur un coup de tête, mais ils réévaluent le risque. Le risque pays des États-Unis vient d'augmenter de plusieurs points de base. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que le coût d'emprunt du gouvernement américain va augmenter. Cela signifie que le dollar, en tant que monnaie de réserve mondiale, est un peu plus remis en question. Pourquoi conserver vos actifs dans une monnaie dont le système juridique sous-jacent ressemble à celui d'une république bananière? Peut-être que l'or semble plus sûr. Peut-être que le franc suisse ou même le yuan numérique commence à sembler être une alternative viable. Ce sont des changements tectoniques. Mesdames et messieurs, ils se produisent sur des années, pas sur des jours, mais ils sont déclenchés par des moments comme celui-ci. Ce moment où l'arbitre jette son sifflet et frappe le joueur. Nous avons vu ce film se jouer ailleurs. Regardez la Hongrie de Viktor Orban. Il n'a pas fait de coup d'État militaire. Il a utilisé les avocats. Il a utilisé les juges. Il a méthodiquement capturé le système judiciaire en remplissant les tribunaux de loyalistes, en forçant les juges indépendants à prendre leur retraite. Regardez la Turquie d'Erdogan, où des milliers de juges et de procureurs ont été limogés et remplacés après la tentative de coup d'État de 2016. Le résultat, un système judiciaire qui n'est plus un contrôle du pouvoir, mais un instrument du pouvoir. Est-ce là que nous nous dirigeons? La vraie question est, agirons-nous avant qu'il ne soit trop tard? Le parallèle est troublant, car ce que nous voyons n'est pas une capture par le haut, mais une démolition par le bas, alimentée par la rage populaire et orchestrée par des acteurs qui savent exactement ce qu'ils font. Ils ne réécrivent pas les règles, ils les déchirent. Permettez-moi de revenir à une analogie commerciale, car c'est le langage que je comprends le mieux. Imaginez qu'une entreprise très respectée, disons IBM ou Johnson & Johnson, soit soudainement accusée de fraude comptable massive, de type Enron ou WorldCom. Le PDG ne nie pas seulement, il attaque les auditeurs, les procureurs, il attaque la SEC, le ministère de la Justice, et il attaque le juge en charge du dossier de faillite, le juge Harrison. Il tient des meetings avec ses employés, leur disant que l'entreprise est victime d'un complot du deep state de la comptabilité. Ses avocats, au lieu de préparer une défense, passent leur temps sur les chaînes d'information à dire que les principes comptables généralement reconnus sont une arnaque socialiste. L'action de l'entreprise s'effondre. La confiance des fournisseurs est brisée. Les meilleurs talents fuient l'entreprise. Mais un noyau dur d'employés, croyant fanatiquement au PDG, se barricade dans le siège social. C'est une entreprise en état de siège, en guerre contre elle-même. Cette entreprise est-elle encore investissable? Non, elle est toxique. Sa valeur fondamentale, sa goodwill, son capital de marque a été détruite. Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique sont en train de devenir cette entreprise toxique. Ce qui est fascinant d'un point de vue analytique et terrifiant d'un point de vue civique, c'est la normalisation de l'inacceptable. Nous sommes devenus anesthésiés. Il y a 10 ans, un seul de ces événements, un avocat de l'ancien président faisant obstruction, un juge menaçant d'arrestation, aurait dominé l'actualité pendant un mois. Aujourd'hui, c'est juste un mardi. Cette anesthésie est le symptôme le plus dangereux. C'est le signe que le poison de la démagogie a fait son œuvre. Lorsque nous ne sommes plus choqués par la profanation de nos temples de la justice, cela signifie que nous avons intérieurement accepté leur destruction. Selon un sondage récent du Pew Research Center, la confiance dans la Cour suprême a atteint un niveau historiquement bas, avec seulement 49% des Américains ayant une opinion favorable. Et c'était avant cet incident. Un autre sondage de Quinnipiac a montré que près de 70% des électeurs républicains croient que les multiples inculpations de l'ancien président sont politiquement motivées. Les chiffres ne mentent pas. Ils décrivent un pays qui ne partage plus une réalité commune. Et sans réalité commune, il ne peut y avoir de justice commune. Il ne peut y avoir de marché commun. Venons-en maintenant au scénario possible, car un investisseur ne se contente pas de déplorer la situation, il évalue les futurs alternatifs. Scénario 1. La restauration. Le système tient bon. Le juge Harrison est peut-être réprimandé pour son comportement, mais l'incident sert d'électrochoc. Les institutions se ressaisissent, les procès se poursuivent avec plus de rigueur, et un verdict est rendu. Le public, fatigué du chaos, accepte le verdict, quel qu'il soit. C'est le scénario optimiste. C'est le scénario où le capital de confiance est reconstruit, lentement et péniblement. La volatilité diminue, les investisseurs respirent. Scénario 2. La guerre froide civile.
C'est le scénario du statu quo qui s'aggrave. Le procès est paralysé par cet incident. Les appels sont déposés. Les avocats arrêtés deviennent des héros. Le juge Harrison est peut-être dessaisi. L'affaire s'enlise dans une boue procédurale jusqu'après la prochaine élection. Si Trump gagne, il s'autogracie ou fait abandonner les poursuites. S'il perd, il crie à la fraude. Dans ce scénario, mesdames et messieurs, l'incertitude devient permanente. L'indice VIX, l'indice de la peur, ne redescend jamais en dessous de 30. Les investissements à long terme sont gelés. Le pays est paralysé par une méfiance mutuelle. Scénario 3. L'effondrement. C'est le scénario catastrophe. Cet incident n'est pas le pic de la crise, c'est le début de l'effondrement. L'arrestation des avocats entraîne des manifestations. D'autres juges, enhardis ou effrayés, prennent des mesures extrêmes. La violence politique qui couvait s'enflamme. Nous n'avons plus affaire à des litiges, mais à des conflits de rue. Dans ce scénario, les marchés s'effondrent, le capital fuit le pays. Ce n'est plus une récession, c'est une dépression systémique. Nous investissons depuis des décennies, et si j'ai appris une chose, c'est qu'il faut toujours se préparer au pire, tout en travaillant pour le meilleur. Mais que signifie travailler pour le meilleur dans cette situation? Ce n'est pas seulement une question de procédure, c'est une question de psychologie. La dimension psychologique de cet événement ne peut être sous-estimée. L'arrestation des avocats n'est pas une trahison au sens classique. C'est pire, c'est une capitulation. C'est la capitulation de la raison face à la fureur. C'est la capitulation de la procédure face au chaos. C'est le juge qui, en essayant de défendre le temple, en a abattu les colonnes principales. C'est une déloyauté envers le concept même de justice impartiale. Sans cette impartialité, ou du moins sans la perception de celle-ci, il n'y a pas d'état de droit. Sans état de droit, il n'y a pas de contrat fiable. Sans contrat fiable, il n'y a pas de capitalisme. Et sans capitalisme, mesdames et messieurs, il n'y a pas de prospérité. C'est un château de cartes, et la carte du bas vient d'être violemment retirée. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point les acteurs de ce drame sont piégés par leur propre motivation. L'ancien président est motivé par ce qu'il a toujours été, l'ego, la survie, et la conviction que toute publicité est une bonne publicité. Il a besoin du chaos pour exister. Ses avocats sont motivés par un mélange de loyauté fanatique, d'opportunisme de carrière et peut-être d'une peur réelle de ce qui leur arriverait s'ils décevaient leurs clients. Le juge, lui, était motivé par la frustration, par le sentiment d'être le dernier rempart d'un système que tout le monde s'acharne à détruire. Son erreur n'a pas été d'être en colère. Son erreur a été de le montrer. Son erreur a été d'oublier que dans ce combat, la seule façon de gagner est de ne pas jouer leur jeu. La seule façon de gagner est d'incarner, avec une patience surhumaine et un calme glacial, la majesté de la loi. Il a échoué. Et où cela nous laisse-t-il, nous, les citoyens, les investisseurs, les actionnaires de USA Inc. Nous sommes les grands perdants. Nous sommes ceux qui paieront l'augmentation des taux d'intérêt sur la dette nationale. Nous sommes ceux dont les fonds de pension verront leur valeur érodée par l'incertitude des marchés. Nous sommes ceux qui devront vivre dans une société où la confiance dans les institutions fondamentales s'est évaporée. C'est une taxe cachée, une taxe sur le chaos que nous payons tous. Ce n'est pas seulement une crise politique, c'est une crise économique. C'est une crise de gouvernance, et c'est une crise morale. L'histoire est pleine d'exemples de républiques qui se sont effondrées non pas à cause d'une invasion étrangère, mais à cause d'une pourriture interne. La République romaine ne s'est pas effondrée du jour au lendemain. Elle s'est effondrée lorsque les normes ont été brisées, lorsque les généraux ont fait marcher leurs armées sur Rome, lorsque le Sénat est devenu un théâtre d'ombre. Nous voyons aujourd'hui les avocats faire marcher leur motion sur les tribunaux. Nous voyons les juges devenir des belligérants. C'est le même processus de désintégration. Ce n'est pas seulement une question de gauche contre droite. C'est une question de civilisation contre le chaos. C'est une question de procédure contre l'autoritarisme. Et nous sommes en train de choisir le mauvais camp. Alors, que faire? Mesdames et messieurs, nous sommes à un point d'inflexion. Ce n'est pas le moment de céder à la panique, mais ce n'est plus le moment de se contenter d'observer. La panique est une mauvaise conseillère en investissement, et elle l'est tout autant en politique. L'apathie, cependant, est mortelle. L'apathie est cette anesthésie dont je parlais, cette acceptation passive que les choses sont hors de notre contrôle. Elles ne le sont pas. Pas encore. Nous, les citoyens, nous sommes les actionnaires ultimes. Et lorsque le conseil d'administration, le congrès, est dysfonctionnel et que le PDG, l'exécutif, est erratique, il appartient aux actionnaires de reprendre le contrôle. Comment?
Premièrement, nous devons collectivement refuser la normalisation de cet événement. Ce n'est pas normal. Un juge ordonnant l'arrestation d'avocats en direct, c'est un signal d'alarme de niveau 5. Nous devons l'appeler pour ce que c'est. Un échec systémique. Nous devons exiger une enquête complète, non seulement sur les avocats, mais aussi sur le juge. Le comportement du juge doit être examiné par une commission d'éthique. L'impartialité doit être restaurée, et si ce juge a failli, il doit être tenu responsable, tout comme les avocats doivent l'être pour leur obstruction. La loi doit s'appliquer à tous, même à ses gardiens. Deuxièmement, nous devons réinvestir dans notre propre éducation civique. Nous avons délégué notre compréhension du système judiciaire à des experts et à des commentateurs télévisés qui nous vendent de l'indignation. Savez-vous comment fonctionne une motion en irrecevabilité? Connaissez-vous la différence entre une inculpation fédérale et une inculpation d'État? Si la réponse est non, c'est là qu'est notre vulnérabilité. Nous devons comprendre les règles du jeu pour pouvoir identifier ceux qui les violent. Nous devons éteindre les chaînes d'information qui vivent de la polarisation et lire des sources primaires, lire les documents judiciaires, lire les analyses pondérées. Nous devons redevenir des citoyens informés et non des spectateurs en colère. Troisièmement, nous devons utiliser le seul pouvoir qui nous reste dans ce système, notre vote. Mais nous ne devons plus voter en fonction de l'émotion, de la tribu ou de la personnalité. Nous devons voter en fonction d'une seule question. Ce candidat, qu'il soit local, étatique ou fédéral, respecte-t-il les institutions? Respecte-t-il l'état de droit? Ou bien considère-t-il le système comme un simple outil à conquérir ou à détruire? Nous devons élire des gardiens de la procédure, des gens ennuyeux qui croient aux règles, même lorsque ces règles ne leur profitent pas. L'avenir de la République ne dépend pas d'un sauveur charismatique, il dépend d'une armée de comptables ennuyeux et d'avocats procéduriers. Quatrièmement, mesdames et messieurs, nous devons soutenir le journalisme indépendant, pas le journalisme de commentaires, mais le journalisme d'enquête. Les journalistes qui passent des mois dans les archives, qui vérifient les faits, qui tiennent les puissants responsables. Dans notre analogie d'entreprise, ce sont les auditeurs externes. Une entreprise qui licencie ses auditeurs est une entreprise qui cache quelque chose. Une société qui attaque ses journalistes est une société qui glisse vers l'autoritarisme. Abonnez-vous à un journal local. Soutenez les organisations à but non lucratif qui défendent le premier amendement. C'est un investissement dans votre propre liberté. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus difficile, nous devons nous parler. Nous devons briser les silos d'information dans lesquels nous nous sommes enfermés. Le fait que 70% d'un parti croit à une réalité et 70% de l'autre croient à l'opposé est le signe d'une défaillance du marché de l'information. Engagez la conversation avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, non pas pour le convaincre, mais pour comprendre pourquoi il croit ce qu'il croit. Sans un minimum de consensus civique, sans un retour à une réalité partagée, aucune solution institutionnelle ne tiendra. Nos enfants et nos petits-enfants nous demanderont ce que nous avons fait pendant cette période. Ils liront sur cet incident, sur le juge qui a perdu son calme, sur les avocats qui ont saboté la justice. Ils nous demanderont « Qu'as-tu fait? As-tu été anesthésié? As-tu participé au cirque sur les réseaux sociaux? Ou bien t'es-tu levé pour défendre le processus ?» Ce qui m'inquiète, c'est que beaucoup d'entre nous n'auront pas de bonnes réponses. Laissez-moi conclure par un message d'espoir conditionnel. J'ai vu des entreprises au bord de la faillite se redresser de manière spectaculaire. J'ai vu des marchés s'effondrer et renaître plus forts. Le redressement est possible. L'édifice est fissuré, mesdames et messieurs, mais il n'est pas encore à terre. Les fondations, la Constitution, les principes de base sont encore là. Mais ils ne se défendront pas tout seuls. Ils nécessitent une défense active. Le système est comme le bilan d'une entreprise. Il doit être audité, stress-testé et activement géré. La confiance du public, cet actif intangible, doit être regagné. Cela commence par la responsabilité. Les avocats qui ont menti et obstrué doivent être radiés du barreau. Le juge qui a abusé de son pouvoir doit être sanctionné. L'ancien président doit faire face à la justice, dans un procès juste et impartial, et non dans un cirque. C'est un appel à l'action, pas à un parti, mais à un principe. Le principe selon lequel la loi est au-dessus de l'homme. Le principe selon lequel la procédure est la seule chose qui nous sépare de la tyrannie. Regardez, nous investissons depuis des décennies, et la seule chose qui compte à long terme, c'est la qualité de la gouvernance. Que ce soit dans une entreprise ou dans un pays, nous sommes les actionnaires de la plus grande expérience démocratique de l'histoire.
et le conseil d'administration est en train de mettre le feu au bâtiment. Allez-vous rester assis et regarder les flammes monter? Ou allez-vous vous lever et exercer vos droits d'actionnaire? L'histoire ne se souviendra pas des excuses, des justifications ou des tweets. Elle se souviendra seulement si nous avons agi pour sauver l'édifice, ou si nous sommes restés des spectateurs passifs pendant que les fondations s'effondraient. Le choix, mesdames et messieurs, vous appartient entièrement.